bienvenue dans ce module complémentaire sur les responsabilités. Comme d'habitude, on va voir quelques ressources qu'on a sélectionnées pour vous. Elles sont toutes disponibles sur le Prési qui est en lien sous la vidéo. Alors, le premier article, c'est un article dont en fait on va se servir principalement du titre parce que c'est un article de 2017. Or, le Code des sociétés a changé il y a quelques mois, mais créer sa société n'a jamais été aussi intéressant. Même si l'article est de 2017, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Le CSA, donc Sylvain fait référence au changement de CSA, donc le Code des sociétés, des administrations et des fondations, qui a changé au 1er mai 2019 et qui a changé toute une série de règles. Pour faire court, aujourd'hui, les sociétés sont sans capitaux. C'est ce qu'on appelait la SPRL Starter avant la mise en œuvre de ce CSA, de ce nouveau CSA. Il existait la SPRL Starter qu'on appelait la société à 1 euro. Maintenant, c'est généralisé. Ça veut dire qu'une SRL, une société coopérative n'est pas obligée d'avoir un capital minimum. Elle peut commencer avec 1 euro. Pas de capital minimum, mais un capital suffisant par rapport à ses projets d'activité et par rapport à son plan d'affaires. Tout à fait, il y a des responsabilités qui sont accrues, notamment en termes de plan financier. On y reviendra dans la vidéo qui traite exactement sur la création de sociétés versus une activité en tant qu'indépendant personne physique. Donc, ça, on y reviendra en détail, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, exercer sous forme de société n'a jamais été aussi simple. Le législateur a vraiment assoupli les conditions à l'extrême, puisqu'on parle de société sans capitaux. Donc voilà, c'est en gros le propos de l'article qui va un petit peu plus en détail de différentes mesures. On y reviendra sur le pourquoi exercer en société, c'est mieux que d'exercer en personne physique. Mais en gros, dites-vous bien qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des activités vont être exercées en société. L'informaticien indépendant facture entre 500 et 750 euros par jour. Alors ça en fait rêver pas mal. Je me souviens, j'ai un de mes étudiants dans les cours d'optique. Je leur disais, mais est-ce que vous voulez tous être opticiens? Est-ce qu'en sortant d'ici, quand vous avez la gestion, tout le monde veut se lancer là-dedans? Est-ce qu'il y en a d'autres qui imaginent peut-être faire un autre métier? Et il y en a un, je pense que tu vas le reconnaître, Salvatore, qui dit ouais, non, moi je sais pas, en fait, peut-être je vais lancer une sandwicherie en sortant d'ici. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue d'avoir un métier qui s'ouvre à toi, qui est l'optique, où on vend des trucs avec des marges pas piquées des hannetons, et puis de se dire... Qui est en pénurie. Et qui est en pénurie, de se dire, ah, je vais peut-être ouvrir une sandwicherie, où je vends un sandwich 4 euros, il m'en a coûté 2,50 € et je compte pas encore les frais fixes de location, et où j'ai une marge super minimum, et où il faut en vendre 4000 pour pouvoir vivre un peu correctement. Et donc, cet article ici, l'informaticien indépendant facture entre 500 et 750 euros par jour, ça fait le lien avec plusieurs tendances dont on a déjà parlé. La première tendance, c'est les métiers en pénurie. L'informatique, c'est un métier ultra tendance, un métier en pénurie. Et loi de l'offre et de la demande, s'il y a beaucoup de demandes, le prix augmente. Beaucoup de demandes, voilà, un informaticien peut se permettre d'augmenter ses prix. Ça fonctionne. Donc ça, c'est peut-être une première conclusion. Et une deuxième conclusion pour moi de cet article, c'est oui, il existe des métiers qui sont plus rentables que d'autres. Et on en a déjà parlé dans un précédent module. En fonction de votre secteur, votre activité n'est peut-être pas aussi rentable en tant que telle. Alors vous allez peut-être dire, mais c'est du vol de facturer autant, c'est dégueulasse, il reste assis derrière un écran et lui il facture et moi je fais, je sais pas moi, je suis coiffeur, je reste debout toute la journée, je me fais des courbatures dans les doigts, j'ai une vision artistique, en plus je suis un peu le psychologue de comptoir, j'ai toutes ces casquettes à la fois et pourtant la coupe je la vends 25 € pour un homme, peut-être 60 pour une dame. C'est pas juste parce que sur ma journée, je peux peut-être faire 8-10 coupes et je suis beaucoup plus crevé qu'un informaticien qui est resté derrière son ordi. Et je pense que ça pose la question aussi de
du juste prix et du fameux concept de valeur ajoutée. On a parlé de taxe sur la valeur ajoutée tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée? La définition de la valeur ajoutée, c'est la valeur réelle ou perçue d'une activité. Et donc c'est ça que des produits blancs ou des produits de marque qui sont juste les mêmes que les produits blancs, mais avec une marque, ont des prix très différents parce que la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur réelle ou perçue, et dans ce cas-là perçue par le consommateur, est très différente. Une remarque qu'on fait souvent aussi à nous professionnels du chiffre, c'est de dire ah, vous travaillez entre 65 et 120 euros de l'heure, et c'est du vol. Il faut savoir, et j'ai expliqué à un de mes clients cet élément, et ça fait partie du pricing model. Pour en arriver un jour à être expert comptable, il faut savoir qu'il y a eu des études derrière et il y a de la formation continue. Euh, Quand on fait ces études ou cette formation continue, ce n'est pas le client qui paye à la base. Il y a un investissement qui est assez lourd et je vous passe les frais fixes en termes de logiciels, en termes de locaux. Euh, donc, arriver à délivrer un service à un client, et je ne suis pas le seul, hein, il y a des professions qui sont tout à fait honorables et dans le même cas, ça nécessite d'avoir d'abord beaucoup investi et beaucoup investi de sa personne. Et donc, derrière le prix à l'heure qu'on demande, il y a aussi quelque part la rémunération de tout ce temps qu'on a passé préalablement. Donc, ça fait aussi partie du coût que les personnes payent. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Donc, Du voilà. temps préalable et aussi, c'est un peu trompeur dans cet article, on voit que l'informaticien indépendant facture entre 500 et 750 euros par jour, mais on voit aussi, accro du boulot, ah ouais, il travaille plus que 8 heures par jour. Et donc, c'est aussi dire, bah, c'est marrant de regarder le prix à la journée, mais si je bosse 6 heures sur ma journée ou si j'en bosse 12, le prix à la journée veut rien dire. Il est fonction du temps de travail investi et il est fonction de l'investissement matériel qu'il y a derrière aussi, sans parler de l'investissement initial, comme Salvatore l'expliquait, qui sont des années de formation, puisque on pense souvent qu'une année de formation, l'investissement de la formation, c'est le coût de la formation, mais en fait, l'investissement, si je me forme un an, c'est le coût de la formation plus un an sans salaire, puisque de facto, je ne peux pas me rémunérer cette année où je suis en train d'apprendre. Donc, une année de formation, c'est un investissement qui est considérable. La société Take It Easy, c'était, parce qu'elle est tombée en faillite, c'était la société belge qui était l'équivalent de Deliveroo, en fait. Hein. Donc, service de livraison de repas faits par des restaurateurs dans des restaurants dans lesquels on peut aller consommer habituellement assis au restaurant. Mais là, on vous les livre chez vous par vélo, par coursier à vélo. Et cette entreprise belge s'est crachée alors qu'elle avait levé quantité et quantité de fonds dans différents fonds d'investissement. Ils avaient une visibilité énorme, ils étaient dans tous les médias, ils avaient pitché dans plein d'événements business, start-up. Enfin, ils étaient vraiment un modèle pour la Belgique qui adore se pavaner dès qu'elle a ce genre de réussite. Et puis, boum, il se crache. Alors, ça pose question parce que dans un des articles, vous verrez que il se crache, mais il vendait. Il y a une question de livraison de 350 000 repas. Enfin, ils vendent, quoi. Et pourtant, in fine, il se crache. Et ça, Salvatore, toi, ça te fait réagir parce que ça réveille chez toi cette idée de mais oui, mais c'est bien de vendre, mais à quel prix, à quelle marge? Exactement. Tu l'as dit tout à l'heure avec les opticiens et la question de la marge sur le produit. Si on prend l'investissement en temps d'une personne qui va faire des sandwichs et l'investissement en temps d'un opticien qui va vendre une paire de lunettes, la marge rapportée sur la paire de lunettes par rapport à la marge rapportée sur le nombre de sandwichs, on est sur des investissements qui sont complètement déséquilibrés. Il faut leur vendre beaucoup, beaucoup de sandwichs pour avoir l'équivalent d'une vente, où on n'aura fait qu'une vente. De Ça perdre. pose donc la question de la marge et de votre modèle de prix. J'ai souvent, et on le fait dans nos cours, malheureusement ici ce sera un petit peu plus difficile, on aborde souvent et on abordera peut-être un peu plus en avant la question du prix.
dans la proposition marketing. Et je pose souvent la question de demain, vous êtes un professionnel, comment vous établissez votre prix? Et souvent, ben, on me répond en fonction de la concurrence. Très bien, mais ça ne veut rien dire. Quoi, si mon concurrent est à 10 euros de l'heure, bah donc je suis à 10 euros de l'heure. Ça veut dire qu'on fait exactement la même chose, c'est pas toujours le cas. Et on me répond souvent, bah, je vais regarder ce que ça me coûte et la marge que je veux faire. Alors dites-vous bien que dans la réalité, ça va pas être comme ça. Dans la réalité, il va y avoir l'influence des concurrents. Bien entendu, vous allez devoir tenir compte de votre structure de coûts et il va falloir l'affûter, cette structure de coûts. Il va falloir vraiment en être conscient et dire quel va être le panier moyen, combien est-ce que je vais devoir vendre, est-ce que je fais bien de vendre ce produit-là à telle marge, est-ce que ça va me rapporter suffisamment? Et c'est toute la notion de la rentabilité qui rentre en ligne de compte et c'est toute l'importance d'avoir un plan d'affaires qui est suivi. Et trop souvent, on ne le fait pas. Et donc, par exemple, je reviens encore avec l'idée de mes corps de métier dans le domaine du bâtiment. Ils ont un prix à l'heure. Quand on leur demande, ben, vous travaillez à combien de l'heure? En fait, c'est totalement faux. Parce qu'un prix à l'heure, ça suppose que vous travaillez 100% du temps. Si vous avez un vide, vous ratez un chantier et vous n'en avez pas d'autre, ben ce temps de vide, c'est du temps où vous ne ramenez pas ce prix à l'heure. Donc ça veut dire que votre prix à l'heure minimum pour être un tant soit peu rentable, ben il doit augmenter. On ne regarde pas toujours le point mort, c'est-à-dire est-ce que j'ai atteint mes objectifs par rapport au moment de l'année où je suis. Si par exemple vous devez faire, j'invente 100 000 euros de marge, vous êtes maçon, vous devez faire 100 000 euros de marge sur votre année, ben, théoriquement, si vous arrivez au mois de juin et que vous en avez fait 80, vous êtes bien, parce que vous avez déjà fait 80% du chemin. Si par contre vous arrivez au mois de juin et vous êtes à 20 000 euros, ben, vous êtes plutôt mal. Et donc, vous verrez qu'à ce moment-là, vous prenez 20 000 euros d'un côté, 80 000 euros de l'autre, vous êtes tous les deux au mois de juin, vous allez voir que vous n'allez pas consentir aux mêmes remises. Parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous promet un gros chantier, ben vous aurez plutôt tendance à lui dire oui, 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 amen, 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 parce qu'il vous le faut absolument ce chantier. Et donc, ça change complètement votre pricing model. Et ça, c'est trop peu pris en considération. Et donc, on a souvent eu le débat avec, je me souviens de mes conseils d'administration avec mes fonds d'investissement quand j'étais patron de société, où on me parlait toujours de rentabilité, mais la rentabilité, ce n'est qu'un concept de riche. C'est qu'il faut avoir le choix pour parler de rentabilité. Si je suis ce qu'on va appeler billable 180 jours sur mon année, et que j'ai Billable, le ça veut choix. dire que je facture, hein. Ce sont des Ouais, jours facturés, billable, pour ceux qui ne sont pas exactement. accros de Donc, l'anglais. je suis maçon, ben, j'ai des jours où je vais facturer parce que je travaille. Jour facturé, ça ne veut pas dire jour où je travaille, parce qu'il pourrait très bien y avoir des jours où je travaille pour faire un SAV, un service après-vente, qui n'est pas payé, juste parce que j'ai fait une boulette et je dois la réparer. Donc le nombre de jours facturés, c'est le nombre de jours où je peux facturer du temps de travail à des clients. Ben ça suppose qu'on ait le choix. Mhm. Et même dans un fonds d'investissement, j'avais du mal à me faire comprendre parce qu'on me disait, est-ce que ce dossier est rentable? Ben, en fait, quand j'ai pas le choix, tout dossier est rentable parce que j'ai le choix entre zéro ou quelque chose. Et quelque chose, ça vaut toujours plus que zéro. Donc attention à ces idées de je ne travaille pas en dessous de tel prix, je ne fais pas ça en dessous de tel prix, moi je ne négocie pas mes prix. Faites attention. Alors si vous avez du travail à l'année, vous margez comme des cochons, tant mieux. Oui, parce que Faites attention. c'est aussi l'autre côté, le revers de ce que tu dis qui est vrai aussi, c'est de dire, ben, ok, si j'ai pas le choix, ben, souvent je fais ce que je peux, bien qu'il y a toujours une autre porte de sortie qui est possible et qu'il faut peut-être envisager, qui est j'arrête parce qu'en fait, je tire le diable par la queue depuis tout le temps, toujours, et j'arrive pas à me payer, j'arrive pas à vivre comme je veux. Donc ça, c'est une première possibilité. C'est la rentabilité subjective, c'est un concept de riche. Maintenant, si ça tourne ou si ça tourne pas mal, hein, il n'y a pas besoin de marger comme un cochon. Moi, mon avis, c'est que si ça tourne pas mal et que j'arrive à vivre,
Et on a eu ces discussions pour certains de nos clients, Salvatore, c'est-à-dire, mais est-ce que ce client est encore rentable? Et pour ça, on vous a parlé beaucoup de logiciels pour facturer, on vous a parlé de logiciels de comptabilité, on vous a parlé de ce genre de logiciel-là. Il y a un logiciel dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très utile pour pouvoir faire cette évaluation-là. Bah, c'est un logiciel de tracker de temps. Si je ne mesure pas à quoi je passe mon temps, je ne peux pas savoir le temps investi sur tel ou tel ou tel client par rapport à ce qu'il m'a rapporté. Et si je veux vraiment mesurer la rentabilité d'un client, le seul moyen de le faire, c'est de dire, il m'a coûté combien en investissement matériel et il m'a coûté combien en temps versus combien je lui ai facturé. Si vous ne mesurez pas le temps que vous travaillez sur un client, vous ne pouvez pas calculer la rentabilité de ce client-là. Donc, la mesure du temps va être très importante et parfois, la bonne décision, c'est de laisser tomber un client. C'est la bonne décision managériale. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter avec un client. Un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui sait dire non. Et ça, je crois que c'est important. Il y a un deuxième aspect sur Take It Easy. Donc, on en a parlé de la marge et de l'importance de la marge. Une autre chose que ça m'inspire, et cet article le dit ici, panique chez les livreurs. Salvatore en a déjà parlé d'un peu ce sentiment de mais en fait les gars, vous voudriez avoir les avantages du salariat alors qu'en fait, et c'est mis dans le contrat, vous êtes indépendant. Donc n'allez pas dire mais quand même je mérite le traitement de quelque chose qui n'est pas dans ce que j'ai signé. Il y a une sorte d'incohérence que Salvatore soulignait dans je ne sais plus quel ancien module. Et je vais aller plus loin. J'avais lu un article, je ne sais plus dans quel journal belge, qui disait pauvre junior, je ne sais plus comment il s'appelait, l'adolescent faisait des courses à vélo et mauvaise surprise pour lui, voilà qu'il a dû payer des amendes à l'INASTI, des amendes à l'IPP, machin. Ben oui, mais pas pauvre junior. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce parti pris du journal de dire pauvre gamin? Le gamin a signé un contrat, et dans ce contrat, on dit qu'il est indépendant, et à partir du moment où il dit je suis indépendant, j'ai un statut social qui incombe des responsabilités professionnelles. Et les responsabilités professionnelles, c'est de payer ses impôts. Et même s'il est complémentaire, il doit verser des cotisations sociales minimum. À l'époque, en tout cas, il devait. Aujourd'hui, il ne doit plus. Ça a un peu changé. En dessous d'un certain montant de revenus, il n'y a plus de cotisation minimum pour le cotisation sociale INASTI minimum pour l'indépendant complémentaire. Mais à l'époque, il y en avait, quoi qu'il arrive, des minimums. Et c'est quand même dingue de se dire, mais oh non, quand même, je pleurniche, l'État me tombe dessus. Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est normal. Et je suis un peu toujours, moi, en décalage avec ce genre d'article un peu clickbait, hein, pour dire ah les pauvres gens, ah le méchant État qui nous impose. Alors c'est jamais agréable de se faire imposer. Et toi et moi, Salvatore, on a déjà eu des régularisations où on s'est dit ça pique un peu quand même. Mais, euh, mais en fait c'est le jeu et on le sait et on sait que quand on gagne de l'argent, il y a une partie de cet argent qui fait partie de la solidarité de la nation au niveau de l'État et qu'on va partager dans les cotisations sociales pour soutenir le pays. Et donc, et nous aussi, on en bénéficie finalement C'est aussi un investissement pour nous, les cotisations sociales. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste de l'argent qu'on nous prend. C'est de l'argent qu'on récupère en pension, c'est de l'argent qu'on récupère en soins, c'est de l'argent qu'on récupère dans des routes, c'est de l'argent qu'on récupère dans les écoles. Donc, voilà, il ne faut pas diaboliser non plus la taxe. Et surtout en cette période chaotique, beaucoup d'indépendants ont demandé le droit passerelle, c'est-à-dire un espèce de chômage, ouais, une espèce de chômage pour l'indépendant. On est bien content de l'avoir, ce droit passerelle, mais ce droit passerelle, il a été financé par quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale. Alors, et ça, tout le monde y a contribué.
Donc, en tant qu'indépendant, avoir payé des cotisations et avoir touché ces 1200 euros pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, c'est plutôt pas mal. Euh, Pensez que là, vous venez peut-être de toucher, allez, 2 fois 1200, ça fait 2400 euros. 2400 euros, dites-vous, ça fait combien de cotisations sociales payées? Donc là, je fais un peu mon défenseur de l'État, parce que trop souvent, on veut de l'aide de l'État, mais on ne se demande pas comment il a de l'argent. Et il ne faut pas oublier que l'argent de l'État, c'est l'argent du citoyen. L'État, il n'a aucun argent à lui. Il ne va pas le chercher, il ne fait pas saigner les pierres. Il faut bien se dire ça. D'autres articles, mais qui parlent un peu de la même chose, c'est finalement, d'autres projets entrepreneuriaux qui font faillite alors qu'ils étaient absolument sur le devant de la scène et pour les mêmes typologies d'erreurs un peu tout le temps. Donc, un Quand il financement. n'y a pas de projet, souvent, parce que tu parles de Beer Hive, ça me fait penser au café. En tant que liégeois, vous connaissez tous le Carré. Tous les cafés du Carré ont quasiment changé de propriétaire plusieurs fois. Pourquoi? Et c'est la question que je me pose. Pourquoi y a-t-il encore des entrepreneurs pour faire ce genre de cafés qui sont des débits de boissons? Parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable. Vous gagnez pas votre vie à vendre de la bière. C'est pas rentable une bière. Faut se dire ça. Et pourtant, il y en a chaque année qui y vont en se disant, ouais, mais moi, ça va être différent. Il y a du monde. Je vais faire des concerts. Ça va être super génial. Non. Parce que votre fonds de commerce, débit de boisson, c'est de vendre de la bière, c'est de vendre un blanc coca, c'est de vendre un verre de vin blanc, mais c'est pas rentable. Et souvent, j'ai eu des patrons de café qui me disaient, mais si, regarde, j'achète une bouteille de vin 8 euros, je fais 8 verres avec ma bouteille de vin, grâce à ça, je vais faire de la marge à crever. Oui, à l'unité, en valeur, en taux de marge. Le taux de marge est très élevé. Ça me fait penser à mon cours que je donne à mes petits étudiants d'opticiens quand je leur explique le taux de marge. Quand on vous dit qu'un taux de marge est de 300%, vous allez faire des bonds de géant en disant waouh, c'est génial, on va marger comme des porcs, sauf si c'est 300%, ça vous rapporte 2 euros. C'est ça. En marge unitaire, en marge absolue unitaire. Et donc, super, vous allez Il y a des vendre taux une. de marge. Je pense que j'ai un ami qui travaillait pour le magasin, enfin peu importe, un magasin d'électronique en région liégeoise, et sur certaines pièces, mais il margeait à 1000%, quoi. Il faisait du x10, parfois du x20, mais du x20 sur des trucs qui leur amenaient 4,50 €. Donc ouais, c'était du x20 ou du x10, ça coûtait 45 centimes, ils le vendaient 4,50 €. Et c'est un taux de marge de fou, ils ont juste gagné 3 boules, quoi. C'est rien du tout, 4 € même, c'est quand même pas grand-chose. Ouais, je prends la bouteille de vin en exemple pour un restaurant. Ben, un restaurant, il achète sa bouteille de vin 8 euros, il va vous la facturer 30. Donc, il va faire 22 euros de marge brute. Sur cette marge brute, vous enlevez la TVA de 21%. OK, il va vous rester, 18 euros. Bah, dites-vous que vous avez empoché 18 euros. Un tenancier de bar, pour faire 18 euros, il doit déjà en vendre du verre de vin. Mm. Et voyez simplement la différence. Un restaurant vend une bouteille et un tenancier de bar va devoir vendre 10 verres de vin. C'est 10 actes de consommation versus un seul acte de consommation. Donc, attention, s'il vous plaît, quand on insiste sur cette idée de marge, c'est vraiment hyper important.